Bonjour, bienvenue à tous pour cette table ronde consacrée au territoire sur le thème « Apprendre et réapprendre à travailler en proximité ». Alors, on a voulu recenser quelques belles initiatives de solidarité qu'on a vues apparaître durant cette crise sanitaire sur le territoire. Pour en parler, j'ai à mes côtés sur le plateau, alors je vais peut-être commencer par ceux qui sont en duplex. Anne-Sophie Bourrigaud, vous êtes directrice associée de Boss to Boss. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à tous. Bonjour. Et Hugues Friou, vous êtes vice-président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. On vous retrouvera tout de suite sur le duplex. Et à mes côtés, donc, Nicole Gourmelon, vous êtes directrice générale du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Bonjour Nicole. Bonjour Florence. Laurent Manac, vous êtes directeur du pôle EMC2. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Perrin, vous êtes responsable RSE et communication du Mine de Nantes. Bonjour. Merci déjà à tous les 5 d'avoir répondu à notre invitation. Et je vais commencer par vous, Hugues Friou, à quelques jours de Noël, car on sait que les commerçants ont beaucoup souffert de cette crise sanitaire, contraints pour beaucoup à la fermeture. Donc difficile pour eux de garder le contact avec leurs clients, et du coup la CCI s'est très rapidement mobilisée pour leur trouver des solutions. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé, quels outils vous avez utilisés, et peut-être est-ce que c'était une démarche qui était initiée en amont de cette crise sanitaire et puis finalement tout ça s'est accéléré. Comment vous les avez accompagnés? Bonjour Florence, bonjour à tous. Mais écoutez, vous savez, là, ce qui s'est passé, c'est assez dingue parce que du jour au lendemain, vous avez votre établissement qui est fermé. On vous dit, ça y est, c'est terminé, il faut fermer le rideau et c'est jamais très sympathique. Donc, c'est un vrai traumatisme pour les uns et les autres. Alors, comment on a passé le cap? Écoutez, nous, depuis des années, depuis des mois, on essaye de faire en sorte que les commerçants puissent passer sur une digitalisation en fait, de leur outil. C'est-à-dire qu'ils ont leur boutique physique et l'idée, c'est de partir un petit peu plus sur la toile pour se rapprocher d'une clientèle qui en a le plus besoin. Donc, depuis des mois, des années, on incite, avec les réseaux sociaux et tout ce qui peut se passer, à amener le commerçant à changer un peu son profil à destination de son client. Donc, la réflexion s'est posée sur une plateforme, une marketplace qui pouvait être mise en place dans cette opération-là. On a travaillé depuis 2019 sur cette opération-là et c'est vrai qu'avec le Covid, qui s'est assez accéléré à partir du début d'année et ce franchissement au mois de mars, on a été très vite et on a mis en action cette marketplace, Ma Ville, Mon Shopping, qu'on a construit avec l'outil de la Poste. On l'a fait avec tous. Vous n'avez pas développé vous-même, vous êtes... plateforme. Pardon, Hugues Friou. Vous avez travaillé sur un outil en partenariat avec la Poste. Exactement. Créer de toutes pièces une plateforme, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut beaucoup d'argent, c'est compliqué. Donc, on a fait le tour un petit peu de toutes les solutions qui pouvaient être présentes et on s'est tourné vers la Poste, celle qui paraissait le plus appropriée pour durer, voir un développement qui puisse être pérenne sur les mois, certes, mais les années à venir. Ce qu'on a construit, c'est vraiment un outil pour demain, pour aujourd'hui, certes, mais pour demain. Donc, on l'a accéléré, en fait, à la prise du mois de mars avec le confinement. Il a fallu qu'on soit très rapide. Et on a mis en place cette marketplace le 10 avril dernier. Donc, on en a fait la publicité pour les commerces. Le but, c'était d'avoir un maximum de commerçants sur cette plateforme pour être efficace. Donc, on a lancé ça le 10 avril. Ça a très, très bien marché. On a eu un vrai rebond dès le départ. Et puis, on continue à travailler justement cette logique. On a mis des collaborateurs sur l'événement. On l'a travaillé ensemble avec la région, avec les métropoles pour que ça soit mental à destination du commerçant pour satisfaire les besoins de son client. Parce que comment elle fonctionne cette plateforme? Je suis commerçant, mon commerce est fermé, je me tourne vers la CCI et je leur dis, ben voilà, comment vous pouvez mettre en avant ce que je fais? Vous pouvez m'aider à développer du click and collect? C'est quoi le principe de cette plateforme? Complètement. Donc, on a mis des collaborateurs, en fait, CCI, qui sont là aux petits soins pour les commerçants, qui vont les aider à rentrer leurs produits, à faire leur première page de présentation.
rentrer petit à petit les produits un à un, parce que c'est un vrai travail. Hein. Ouvrir une boutique virtuelle, c'est comme ouvrir une deuxième boutique, c'est pas neutre. Donc il y a un temps d'appréhension, de formation à avoir, et donc on les accompagne avec une aide vraiment de nos collaborateurs pour aller justement vers cette logique d'amener le maximum de commerçants à être présents. Donc, un commerçant qui aujourd'hui se dit tiens, je ne suis pas allé encore sur mon shopping, il appelle la CCI, il est pris en contact, il est pris en charge, on va l'accompagner pour la mise en place de sa boutique et le placement de ses produits sur cette marketplace. Dans un deuxième temps, on a communiqué à destination du grand public pour justement faire la communication. Ça a commencé au mois de septembre et là, c'est parti pour une vraie réussite. Aujourd'hui, on est très, très content parce que on a quand même réussi à inscrire 1787, là aujourd'hui, à date, commerçants sur cette plateforme, qui représente plus de 25 000 produits. C'est énorme, 25 000 produits en quoi? En quelques mois, depuis le mois d'avril. Donc, on a un gros travail de fond qui a été fait par tous pour amener cette plateforme à être sexy et à pouvoir remplir sa mission de lien entre le commerçant et le client. Et alors, c'est plutôt des commerçants indépendants que vous accompagnez? Comment ça se passe? Tout le monde, vous accueillez tout le monde sur cette plateforme? Oui, le but, c'est d'avoir un maximum d'offres. Vous savez, le client, quand il va sur une plateforme, il a envie de trouver tous les produits dont il a besoin, dont il a envie d'acheter. Donc, on ne s'est pas focalisé sur les uns et les autres. On a vraiment ouvert les bras pour accueillir tout le monde, pour faire en sorte que ça soit vraiment la plateforme de notre territoire, du département, qu'on soit en ruralité, en grande ville, en quartier, qu'on ait des chaussures, une porte de garage, des bouées gonflables, je ne sais quoi. On peut s'inscrire sur My Shopping, mettre ses produits et faire le lien avec le client. C'est vraiment le but que le client puisse trouver tout ce dont il a besoin, tout ce dont il a envie d'acheter sur cette plateforme. C'est vraiment l'objectif. Et ça me coûte quoi si je suis commerçant de m'inscrire sur cette plateforme? Presque rien. Je dis même rien. Il n'y a pas d'abonnement. Donc, aucun abonnement comme on le voit sur les autres plateformes. On a une facturation qui est à 5,50 de produits vendus. C'est-à-dire que si vous ne vendez rien, vous ne payez rien. Et si vous vendez, c'est à minima, c'est vraiment un petit pourcentage par rapport aux autres plateformes. Pendant le confinement et pendant les périodes qui étaient difficiles, on le faisait même gratuitement. On le fait même gratuitement. Donc, c'est vraiment, on ouvre les bras, on accueille tout le monde et on fait en sorte que ça puisse être un outil à destination du commerçant qui réussissent à franchir ce cap de la digitalisation et de la présence sur la toile. Il y a d'autres outils qui sont présents. Nous, on ne focalise pas forcément sur cet outil-là, mais on a soutenu une plateforme qui s'est installée pour Noël, par exemple, sur la ville de Nantes. La CCI l'a accompagné, l'a soutenu. Le but du jeu, c'est pas de dire on a notre plateforme, c'est la plus belle, c'est la meilleure, venez nous voir. Non, c'est que les commerçants franchissent ce cap, ce lien vers leurs clients, pour qu'ils réussissent à satisfaire ses besoins de proximité. Le client a changé depuis le premier confinement. Il n'est plus du tout le même. Il n'a pas les mêmes exigences, il n'a pas les mêmes envies, les mêmes volontés, la façon de consommer, la façon d'aller acheter et consommer en proximité avec ses commerçants dont il a l'habitude, mais en sécurité sanitaire, en ayant soit du click and collect, soit de la livraison, soit d'autres moyens qui peuvent être proposés par le commerçant. Mais c'est un moyen de faire ce lien justement dans un monde qui a un petit peu changé depuis quelques mois. Et là, on est vraiment dans une logique de collaboration, de partenariat, parce que on le disait en introduction, donc vous êtes appuyé sur un outil qui avait été développé par la Poste. Vous avez obtenu le soutien de Nantes Métropole sur les campagnes de communication pour faire connaître l'outil, pour donner envie aux Nantais et aux Nantaises d'aller acheter leurs produits pendant le premier confinement, mais aujourd'hui aussi à l'occasion des cadeaux de fin d'année. C'est vraiment ça, cette logique de partenariat. Oui, c'est vraiment ça. C'est pour un territoire, c'est pour le département. On l'inscrit comme tel et on va chercher à ce que ça ne soit pas que pour une partie des commerçants, mais pour tous les commerçants, qu'ils soient bien sûr à Nantes, parce que c'est là où il y en a le plus, donc c'est là où la densité est importante. Mais voilà, on a connu un commerçant qui, dans le premier confinement à Châteaubriand, qui vend des chaussures, a très très bien fonctionné. Il était ravi d'avoir pu vendre un nombre de chaussures incroyables sur cette période de confinement.
Et en fait, on a plein de bonnes expériences comme ça, plein de commerçants qui sont ravis de pouvoir faire des ventes dans des moments qui ne sont pas forcément faciles avec leurs clients. Et puis, vous savez, quand vous êtes sur la toile, l'intérêt, c'est qu'au lieu d'être simplement sur votre zone de chalandise habituelle, en fait, vous étendez votre zone de chalandise. Et là, en fait, vous vous faites connaître. Et être présent sur les marketplaces permet de faire connaître certes son produit, son magasin, et attirer l'attention sur son commerce qui est dans un quartier, qui peut être un peu tout seul. Et ben là, on ouvre un petit peu son territoire et on permet d'aller chercher des clients beaucoup plus loin. Donc, Oui, ça a on va clairement inciter les permis un commerçants à aller, focus. certes, sur Ma Vie de Mon Shopping, mais surtout sur l'ensemble de ce qui est proposé aujourd'hui. Oui, donc ça a donné finalement un peu plus de visibilité à des commerçants qui ont élargi leur zone de chalandise et qui ont capté des clients qu'ils n'auraient peut-être jamais vu venir dans leur magasin. Exactement, le but c'est ça, hein. Quand vous avez un commerce, on se fait pas que simplement les clients qu'on a, on essaye d'en trouver d'autres. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir différents canaux. On a les plateformes qui sont présentes sur le net, et on a aussi Facebook, on a aussi Instagram. J'aimerais d'ailleurs saluer les très belles initiatives qu'ont eu les commerçants. Ils ont été très réactifs et inventeurs pour aller chercher justement le lien avec leurs clients, et ils se sont beaucoup servis d'Insta. Ils ont fait des ventes sur Insta, ils ont fait des lives sur Insta, ils ont utilisé Facebook et ils ont créé du click and collect. Ils se sont vraiment bougés pendant cette période qui n'était pas simple pour justement réussir à faire le lien avec leurs clients et essayer de faire ce chiffre d'affaires qui leur manquait. Je pense que ça va laisser des traces dans le bon sens. La mutation s'est faite. L'accouchement vers le digital, ça y est créé. Et je pense que il faut toujours profiter des mauvaises choses, en faire des bonnes choses. Et ben, je pense que pour les commerçants, là, il y a un cap de franchi. Ils ont bien senti que c'était très, très important et qu'on était vraiment tourné vers demain. Donc, Donc ça allez, va, ouais, on y va, on travaille, on produit ça et ça ça va ira dans le bon sens. vraiment, voilà, ça va vraiment durer. Merci Hugues Friou. Alors Nicole Gourmelon, on va parler des initiatives que vous avez eues, mais alors d'abord vous êtes une banque et donc vous avez d'abord joué votre rôle de banquier pour accompagner les entreprises, vos entreprises clientes au début de cette crise sanitaire. Oui, effectivement. Donc, on s'est attaché à avoir une approche personnalisée pour chacune et chacun parce que toutes les situations sont différentes. Donc, classiquement, on s'est appuyé sur des dispositifs que sont le prêt garanti par l'État. Hein. Donc, par exemple, à ce jour, on a fait plus de 4 500 prêts garantis par l'État pour plus de 600 millions d'euros quand même. Hein. Et puis, on a mis aussi en place des pauses crédits pour ceux qui le souhaitent. Pas de manière industrielle, c'était vraiment à la demande du client. Tout ça avec un objectif qui était d'aider chacune et chacun à passer la crise dans les meilleures conditions et de pouvoir aussi rebondir. Donc, et donc, principalement, la première partie de notre action s'est centrée sur faire en sorte que chacune et chacun passe ce cap dans les meilleures conditions et puisse rebondir. Et apporter des solutions. Mais donc, au-delà de votre rôle traditionnel de banquier, vous êtes allé plus loin. Alors, je sais que vous m'avez dit à la Caisse régionale, notre finalité, c'est l'utilité au territoire. C'est ça. Et donc, vous avez développé d'autres initiatives. Je pense que ce que vous avez fait, par exemple, en direction des EHPAD. Ah oui, alors, en fait, on a fait plusieurs choses parce que en fait, notre raison d'être, c'est pas du marketing, c'est pas de la communication. C'est agir chaque jour dans l'intérêt des clients et de la société. Et quand on dit ça, on dit agir dans l'intérêt de la société. Effectivement, on a constaté que les personnes âgées étant les plus vulnérables, il serait intéressant de pouvoir agir auprès des personnes âgées. Et donc, on a créé une opération qui s'appelle Tous unis pour nos aînés. Donc, on a mobilisé à l'échelle du groupe 20 millions d'euros. Sur nos 2 départements, ça fait 1 million d'euros. Il y a 350 EHPAD qui ont bénéficié de notre aide pour non seulement aider le personnel soignant à s'équiper, donc sur le plan sanitaire, mais aussi nous avons offert des tablettes pour que justement ces personnes âgées qui ne pouvaient pas voir leurs proches puissent les voir avec ces nouvelles technologies qui permettent quand même de garder le lien. Voilà, et ça, c'était important pour nous de pouvoir apporter notre contribution auprès de ces EHPAD. Et puis, on a mis d'autres formes aussi
d'entraide. On a mis par exemple, M. Friou parlait de plateforme, donc nous on a développé une plateforme qui s'appelle J'aime mon territoire. Et on a aussi développé J'aime mon producteur local. Alors ce sont deux plateformes différentes. J'aime mon territoire, c'est une plateforme d'entraide, de solidarité, c'est-à-dire qu'à 50 km autour de chez soi, on peut s'entraider pour pouvoir justement passer cette crise en fait. Et donc ça a emporté un usage assez intéressant, crescendo. Donc si j'avais un service à proposer, voilà. Vous 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 inscrivez, il y a une inscription au départ et puis après ça devient un outil comme toutes les plateformes, hein, c'est par l'usage que ça passe. Et donc c'est monté en puissance et d'autant plus que si vous voulez c'est quelque chose qu'on anime au sein de la caisse régionale et comme on a tout sur notre territoire des caisses locales, avec 900 et quelques administrateurs, 2300 collaborateurs. Donc tout ce monde-là s'est saisi de cette entraide pour communiquer sur cette plateforme. Donc ça, c'est J'aime mon territoire. Et puis après, on a J'aime mon producteur local. Et ça, c'était tout simplement pour favoriser les circuits courts et puis aider, par exemple, les agriculteurs qui avaient des excédents de production et de pouvoir les mettre à la disposition de personnes qui, elles-mêmes, avaient des besoins d'achat d'alimentation. Et donc ça, on a à peu près 100 000 visiteurs sur J'aime mon producteur local et on a à peu près 1500 utilisateurs et puis on voit que au fur et à mesure, par l'usage, ça se développe. On est donc là bien dans cette logique de proximité, de valoriser les acteurs du territoire. Voilà, parce que ça c'est vraiment important pour nous. On est une banque très spécifique là-dessus. On est très connecté avec notre territoire. On vit pour notre territoire et avec notre territoire. Donc cette connexion, elle est très très forte. Donc nous avons considéré qu'il était de notre responsabilité de trouver des voies et moyens. Puis on travaille très bien aussi avec la CCI. Et donc je trouve que ce qui est bien dans notre région, c'est vraiment tout cet écosystème qui se mobilise ensemble pour trouver des solutions. Et c'est du public, c'est du privé. Et tout ça au service d'une seule et même cause, c'est aider tout le monde à passer la crise et à rebondir. Et ça, je trouve, c'est une vraie force de notre région, vraiment. Ouais. On parle beaucoup du jeu à la nantaise avec des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, de s'aider. Là, on l'a vraiment ressenti. Ah oui. Moi, je le vis très, très fort, très, très fort. Et c'est vraiment une force de la région. Et puis alors, on a aussi une autre initiative. En direction des jeunes. Voilà, parce que en fait, une des problématiques d'aujourd'hui, c'est aussi les jeunes dans toutes leurs dimensions et notamment comment je trouve un premier stage dans ces conditions, comment je trouve une première expérience, un premier emploi. Enfin, toute cette problématique-là est une vraie problématique de société. Et donc, on est en train de créer à l'échelle du groupe Crédit Agricole, mais aussi on a répondu à l'appel d'offres du gouvernement pour se connecter avec les solutions que souhaite apporter le gouvernement pour être vraiment dans une solution publique-privée. Ça s'appelle Useful, c'est une application qui va permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent de poster gratuitement sur cette application leurs besoins en matière d'emploi. Et après, tout citoyen, quel qu'il soit, il peut aussi accéder à cette application. Et il va pouvoir accéder au marché de l'emploi. Donc, on le fait en pleine complicité avec le Pôle emploi. Et puis là, on a participé, la région a fait des réunions là, pour pouvoir, trouver des solutions pour donner accès, fluidifier en fait le marché de l'emploi. Donc, nous, on est pleinement aussi volontaires pour intégrer Useful dans ce dispositif. Useful, vous l'écrivez comment ? Alors, Y-O-U, Use, Z, FUL. Et c'est une appli qui se veut très intuitif et qui a pour objectif vraiment de fluidité le marché de l'emploi. Parce que là aussi, ça fait partie de l'utilité au territoire. Je pense que les jeunes, ils ont besoin d'être aidés aujourd'hui. Et donc, nous serons région pilote. Votre caisse régionale. Notre caisse régionale sera caisse régionale pilote. Donc, on le lance en janvier. Et donc, notre idée, c'est de mobiliser toutes les entreprises qui le souhaitent. Clients ou pas Crédit Agricole, c'est pas le sujet. Et toutes les personnes qui le souhaitent, qui ont besoin d'emploi, pourront aller sur l'appli. L'appli, elle est financée par nous, donc ça coûte rien, mais ça peut rapporter gros au territoire et notamment au niveau des jeunes. Et on sera très fiers si on pouvait contribuer à la reprise de l'emploi, parce que vraiment, je pense que c'est des solutions comme ça, complémentaires, qui peuvent aider à la reprise.
Oui, ce que je vois et ce qu'on va voir avec les exemples derrière, c'est que chacun s'est dit qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire en sorte que ce territoire s'en sorte mieux que les autres peut-être, ou que les acteurs du territoire rebondissent rapidement, qu'on s'en sorte le plus vite possible. Et c'est vraiment assez réjouissant. Alors, je vais venir vers vous, Frédéric Perrin. Vous êtes le responsable RSE, marketing, communication du MIN. Le MIN aussi, pour vous, au début, ça a été un peu la sidération parce que les opérateurs du MIN, les restaurants fermés, c'est quand même toute la partie restauration au domicile fermée. Ça a été une période assez complexe à gérer, mais tout de suite vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ceux qui ont besoin de notre aide à ce moment-là. Oui, tout à fait. Mais c'est ça qu'on se rend compte, c'est que la situation était très compliquée. Bon, on va revenir là-dessus, mais globalement, il y a eu une logique par rapport à chaque acteur du territoire, en logique d'accélérateur, d'innovation et d'initiative. Donc on l'a entendu juste avant. Et de la même manière, le MIN en fait, travaille sur différents secteurs d'activité. On a un secteur aussi horticole, qui travaille avec les fleuristes, un secteur qui travaille principalement avec les restaurants, et aussi un secteur qui travaille avec les commerçants pour les fruits et légumes. Donc ces différents secteurs, chacun à leur manière, ont été impactés plus fortement sur le premier confinement, de par ce choc que personne... Parce qu'on était à l'arrêt. Et on est à l'arrêt aussi parce que dans toutes les activités, ça a été très compliqué. Les marchés de plein air sont arrêtés, donc principalement les fournisseurs des fruits et légumes travaillaient avec eux. Côté restauration, voilà, j'en parle pas, on est encore dedans. Très difficile pour ces entreprises-là. Donc il y a eu en effet une logique un peu d'adaptabilité, de réactivité qui s'est fait en premier lieu. Et ce qui était intéressant dans cette logique d'un acteur, en fait, on se positionne comme fédérateur en fait des entreprises, des grossistes en fait dans ces domaines-là, donc comme je le disais, du secteur horticole ou de la restauration ou des commerçants pour les fruits et légumes. Donc on était là nous en tant qu'outil pour fédérer ces différentes entreprises qui ont l'habitude historiquement, ce sont des grossistes qui ont l'habitude de travailler souvent seuls. Ils n'ont pas une logique d'ouverture très forte, mais c'est des professionnels avertis. Donc il fallait être un petit peu facilitateur dans tout ça. Oui, vous les avez un peu fédérés. Fédérés sur différentes choses. Et donc la première chose, c'était les fédérer pour la solidarité. Le premier confinement a été très là-dessus, sur la solidarité par rapport au corps médical, par rapport aux hôpitaux et donc par rapport aux EHPAD. Donc il y a eu une force pour essayer d'aider à notre manière là-dessus. Et donc on a aidé, via des initiatives individuelles de certains opérateurs, de mettre en lien l'ensemble. Par exemple, avec le CHU de Saint-Nazaire, pour des blouses et des surchaussures que ces grossistes ont en quantité pour faire des dons. Et ça a été aussi, on a beaucoup communiqué là-dessus, une initiative par rapport pour nourrir en fait les services de réanimation du CHU de Nantes. Et donc là, des entreprises qui faisaient des emballages, des entreprises qui avaient des produits de viande, etc., ont fourni à des restaurateurs pour préparer des repas pour les services sur la durée du premier confinement. Ensuite, il y a eu plein d'initiatives. On a aussi le secteur horticole, je le mentionne parce qu'on parle parfois moins d'eux, mais on envoyé des fleurs à quelques d'EHPAD. Oui, toutes ces fleurs qui finalement n'avaient plus de clients. Oui, parce qu'on s'est retrouvé au centre de tri. On a un centre de tri qui est très efficace, globalement on a 100% de valorisation, on fait beaucoup de tri, 80% de tri, mais là on s'est retrouvé tout d'un coup arrivé avec un stock de fleurs, et donc tout le monde on a discuté ensemble et on s'est organisé pour éviter de jeter, et de pouvoir en fait faire à un moment donné, c'est très difficile en EHPAD, voilà, de faire ce petit don qui était intéressant, qui réjouissait un petit peu. Un petit rayon de soleil alors que les visites étaient interdites et qu'on ne pouvait pas vraiment... Voilà, exactement. Donc, et derrière, en fait, ce qu'on a fait aussi, c'était de fédérer pour aider, parce qu'au tout départ, pour se fournir en masque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais fournir en masque ou en gel hydroalcoolique, c'était un enfer. Donc, on a eu par notre relation avec la Fédération des marchés de gros, avec différentes associations professionnelles, on a pu se fournir rapidement en masque, et donc on a été catalyseur de cette commande en masque et en gel hydroalcoolique pour pouvoir fournir les différents opérateurs. Et on a pu faire aussi en tant que plateforme avec Interfel, qui est une fédération pour les fruits et légumes, une plateforme de commande, de réception de masques pour aussi d'autres entreprises.
Puis vous avez aussi été très actif au niveau des petits producteurs. Donc il y a ce qu'on appelle aux mines le carreau des producteurs. Et donc là, qui comme tout le monde ont souffert de cette crise sanitaire, vous avez fait en sorte de les accompagner, de mieux valoriser leur production. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé beaucoup aussi avec les chambres consulaires, donc comme ce monsieur Friou, donc avec la CCI, la Chambre des métiers de l'artisanat et la Chambre d'agriculture, évidemment. Et donc pour faire en sorte de ne pas casser la chaîne d'approvisionnement. C'était ça qui était important, surtout au départ, c'est de pouvoir fournir encore de l'alimentation. Et là, on ne parle plus forcément des restaurants, etc., mais aussi à la population. Donc c'est là où on a mis en rapport on en parlait aussi des producteurs qui avaient parfois de la production sur les bras pour pouvoir les couler, donc ou directement ou via des grossistes du mine. Et derrière, le carreau des producteurs a eu tout son rôle à jouer parce que on a eu à la fois certains producteurs qu'on a pu remettre en relation avec d'autres grossistes pour pouvoir écouler leur production, mais aussi valoriser ce carreau des producteurs. Et nous aussi, ça a été un accélérateur en fait d'innovation là-dessus parce que notre carreau des producteurs, on est en train de le réorganiser. Et on est en train de créer actuellement une plateforme en ligne aussi pour les rendre plus visibles. Ils se rendaient compte que c'est important. Mais ce qu'il faut savoir par rapport au carreau, c'est qu'ils fournissent aussi beaucoup les grossistes. Donc en fait, à la fois, ils fournissent en direct du client final qui vient récupérer, et ils fournissent aussi directement les grossistes qui eux-mêmes ensuite... Ça massifie. Voilà. Parce que c'est plus simple parfois pour un acheteur final, un marchand, de commander chez le grossiste que d'aller chez le producteur. Donc il y a toute cette mise en relation où on a eu un rôle à jouer très important. Ce que je retiens déjà à travers vos exemples, c'est qu'il y a tout un tas d'initiatives qui ont vu le jour et qu'elles ont vocation à perdurer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que voilà, il y a des mouvements qui se sont accélérés et qu'il va en rester quelque chose demain. Alors, on y reviendra, mais Anne-Sophie Bourrigaud, je voudrais venir vers vous, parce que vous aussi, avec Boss to Boss, vous êtes dans l'accompagnement des dirigeants, et vous avez une initiative intéressante, alors qu'on était dans cette période de sidération dont on a beaucoup parlé, où les dirigeants se disaient « mais qu'est-ce qui se passe, on va où, comment on va en sortir ?» Vous avez pris conscience que c'était important de prendre la parole et d'essayer de leur apporter des réponses. Expliquez-nous ce que vous avez mis en œuvre et avec quels moyens. Oui, alors en fait, Boss to Boss, notre raison d'être, c'est d'entourer les chefs d'entreprise dans leur réflexion et leur prise de décision stratégique. Et au moment de l'annonce du premier confinement, qui a démarré le 17 mars, tout le monde s'en souvient, à ce moment-là, on s'est rendu compte que les réflexions et les décisions stratégiques étaient explosées de tous nos clients, de tous les boss qu'on accompagne. Parce que effectivement, comme tu le disais, on était dans cet état de sidération et personne ne savait où ce qui allait se passer, de quoi demain était fait. Et donc très rapidement, Sébastien Chadourne, qui est un de mes associés chez Boss to Boss, a eu l'idée de mettre en place les meet-up Café du Boss pour pouvoir mobiliser, réunir autour d'un même écran, parce qu'on était tous en visioconférence. Partager des retours d'expérience de dirigeants qui avaient mis en place des actions spontanées vertueuses pour leurs équipes, pour leurs clients, pour essayer de sauver leur business sur cette période. On a réuni aussi des banquiers, des experts comptables, des avocats qui pouvaient décrypter les textes assez rapidement pour pouvoir faire une lecture de ces changements. Voilà, c'était une réponse qui a été mise en place à ce moment-là pour faire face à cet état de sidération qui était très commun à tous les dirigeants à minima du territoire, mais bien plus largement aussi, évidemment. Et là, tout ça aussi avec beaucoup de solidarité, parce que vous avez fait appel à un prestataire qui vous a fourni la solution technique bénévolement. Chacun a un petit peu joué le jeu en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut être utile. Et les dirigeants que vous avez mobilisés pour venir témoigner, c'est pareil, eux aussi, ils se sont dit, voilà, on va partager, et puis peut-être que je vais trouver chez d'autres de bonnes initiatives qui vont m'aider à passer cette période, c'est ça? Exactement. En fait, ça n'aurait pas pu se faire de cette façon-là sans le soutien de pas mal d'acteurs du territoire. On a eu des partenaires, effectivement, EFIConnect qui nous a fourni la solution technique. Le premier Meetup Café du Boss, c'était le 20 mars, donc on a eu très peu de jours
pour le mettre en place, le monter. À l'époque, on n'avait pas de solution technique pour faire ce qu'on fait là aujourd'hui avec Social Change. On les connaissait pas encore. Donc, EFI Connect nous a fourni la solution technique de façon très réactive. Réseau Entreprendre Atlantique, NAPF ont relayé cette initiative aussi auprès de leur réseau pour pouvoir en faire bénéficier à leurs contacts. Et puis, évidemment, API et Ouest France qui ont relayé, puisque tu participais et tu animais brillamment ces Meetup Café du Boss, Florence, et ça a donné aussi beaucoup de professionnalisme à la démarche. Oui, c'était important. Et je dis, quand vous avez réussi à mobiliser des dirigeants, on a vu des dirigeants comme Paul-Henri Dubreuil du groupe Dubreuil, on a vu Xavier Biotto du groupe ERAM venir sur ces rendez-vous et dire voilà ce qui se passe chez nous et voilà comment on fait. Alors ça, c'est un peu la marque de fabrique de Boss to Boss pour le coup, c'est l'entraide entre chefs d'entreprise. C'est pour ça que ça s'appelle Boss to Boss d'ailleurs, c'est le fait que des dirigeants donnent de leur temps pour pouvoir aider d'autres dirigeants. Alors, notre cœur de métier, c'est plutôt du spécifique. Quand on parle de stratégie d'entreprise, on est plutôt sur des thématiques spécifiques propres à chaque entreprise, à chaque dirigeant, au parcours de l'entreprise, au parcours du dirigeant. Et donc, on réunit de façon classique, notamment dans les comités stratégiques, des chefs d'entreprise qui donnent de leur temps gracieusement. C'est quelque chose de vraiment précieux parce que les boss qui interviennent font ça de façon désintéressée. Et c'est ce même mode de fonctionnement qui a été mis en place pour pouvoir faire témoigner les dirigeants au Meetup Café du Boss. Sauf que là, c'était fait de façon publique et non pas dans le cercle privé d'un comité stratégique. Mais c'est vrai que, Nicole en parlait tout à l'heure, le jeu Alain Nantaise est vraiment extrêmement puissant, puissant pour les personnes qui bénéficient de ces accompagnements et des services qui leur sont proposés, mais aussi puissant pour ceux qui donnent de leur temps, puisque c'est vraiment instructif aussi et gratifiant de pouvoir partager avec d'autres ces expériences. Ça fait prendre du recul sur ce qui est fait, se rendre compte aussi de tout le chemin parcouru, et puis ça donne aussi parfois de nouvelles idées. Et c'était important aussi parce que je sais que dans cette crise sanitaire, on a beaucoup parlé des salariés, de l'accompagnement des salariés, de l'importance de garder le contact, de garder le lien. Et on s'est rendu compte à l'occasion des rendez-vous que vous avez faits que finalement, on avait un petit peu oublié les dirigeants qui eux aussi étaient confrontés à cette crise, qui eux aussi se demandaient ce qui allait se passer. Et c'était important d'apporter ce regard. Ouais, c'est une période extrêmement compliquée. C'est pas fini pour les chefs d'entreprise de tous les secteurs d'activité, même ceux qui sont moins touchés a priori, même ceux qui bénéficient d'un essor incroyable par rapport à la situation économique. C'est compliqué pour chacun des dirigeants puisque ça bouscule tous les codes. Ça bouscule et il est difficile de prévoir si ça les bouscule, ces codes, de façon provisoire, temporaire, et si c'est le cas, jusqu'à quand, ou si ça les bouscule en profondeur et de façon durable. Et donc les dirigeants, c'est ceux qui sont les plus regardés en interne par leurs clients, par leurs collaborateurs, et c'est eux qui doivent avoir les réponses. Et de fait, personne n'a toutes les réponses aujourd'hui, encore moins qu'en période nominale. Donc c'est une période très compliquée. Il y a encore plus de solitude des dirigeants. Je pense que c'est pour ça que les meet-up ont bien fonctionné à l'époque du premier confinement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les comités stratégiques sont des moments précieux pour les dirigeants qui ont la chance d'en avoir. Merci à Anne-Sophie. Alors, on a beaucoup parlé de commerce parce que, voilà, on sait les difficultés qu'ils rencontrent. Mais au niveau de l'industrie aussi, il y a des choses qui se sont passées parce qu'on a des secteurs industriels forts sur le territoire qui ont été fortement impactés. Je pense à l'aéronautique et ils n'en sont toujours pas sortis. Voilà, ça va être encore un peu compliqué pour vous. Et donc, Laurent Manac, le pôle EMC2 aussi, a réfléchi à quoi faire. Alors, il y avait déjà des réflexions qui étaient déjà engagées. Et à l'occasion de cette crise sanitaire, vous avez lancé le manifeste pour l'industrie. Alors, expliquez-nous ce que c'est que ce manifeste, qu'est-ce qu'on y trouve et quelle est un petit peu la genèse, comment tout ça s'est passé?
Oui, alors effectivement, comme tous mes collègues, au moment de la crise, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour aider les entreprises et puis les membres du pôle. Donc on a C'est combien d'adhérents au pôle, aujourd'hui, peut-être pour c'est 400 adhérents à jour de leur cotisation, et puis c'est à peu près un réseau de 800 entreprises, principalement sur les 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire. Alors le positionnement du pôle, peut-être, parce que tout le monde... Alors notre positionnement, c'est l'innovation collaborative. Voilà, donc l'idée fondamentale, c'est d'aider la recherche publique et la recherche privée à travailler ensemble sur un territoire donné, pour à la fois donner des armes supplémentaires à ce territoire dans le cadre de son développement, mais également aider les entreprises à trouver en proximité, sur le territoire sur lequel ils travaillent, des réponses technologiques ou financières à des problèmes d'innovation. Alors aujourd'hui, on travaille sur l'innovation, sur la transformation des entreprises. Donc c'est deux notions très très proches, mais qui ne sont pas complètement équivalentes. Et je dois dire que depuis le début de la crise, on n'a jamais eu autant d'activités en fait dans la réalité. Donc aujourd'hui, on n'a pas perdu beaucoup d'adhérents en nombre par rapport à l'année dernière, et on a à peu près 20% de projets en plus sur lesquels on a travaillé, parce que voilà, les entreprises au creux, je dirais, de ces difficultés se demandent aussi comment s'en sortir, comment innover, comment trouver des partenaires. On a lancé une plateforme qui mettait en relation les personnes, alors vraiment c'était même des individus qui disposaient de ressources, d'imprimantes 3D typiquement, avec ceux qui avaient des besoins. Donc c'était principalement pour imprimer des éléments pour les casquettes, les visières, etc. Et puis, on a beaucoup aidé les entreprises à répondre aux appels à projets qui sont sortis très très rapidement pour imaginer des solutions de sortie de crise. Et puis très très rapidement, on s'est aussi aperçu qu'il y avait un oui mais, c'est-à-dire oui, on a des industries qui sont extrêmement contributives à notre territoire, mais oui, mais c'est l'aéronautique, alors ça pollue, oui, mais on fait des bateaux de croisière, alors ça pollue, oui, mais si, oui, mais ça. Et on s'est dit, oh là 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 là, c'est en train de partir dans tous les sens, contrairement à la crise de 2008, où moi j'ai l'impression que c'était beaucoup plus... ça partait moins dans tous les sens, mais là je pense qu'avec cette crise, tout le monde est impacté. C'était tellement inédit que voilà, tous les secteurs... puis tout le monde a peur, et puis tout le monde se demande ce qu'il en est, quoi. Est-ce qu'il faut... vous voyez bien, c'est ce dont on parlait l'autre jour, mais les débats dans les médias aujourd'hui, c'est juste effarant. Dans la même phrase, on peut dire tout et son contraire. Et donc, on s'est dit, clairement, il faut quand même qu'on annonce que la manière dont on fait l'industrie sur nos territoires, c'est pas les manières catastrophiques dont on entend parler en Chine avec les Ouïghours, etc. Donc, on a des valeurs, et on a pensé que c'était le bon moment pour rappeler nos valeurs. Donc, on s'est beaucoup inspiré de ce que fait la RSE. Donc la RSE au niveau national, au niveau européen, c'est pas tout à fait la même chose. Mais globalement c'est les mêmes notions. Et on a décidé en fait de produire, d'éditer un manifeste. Donc vraiment nous aussi de manifester. Derrière l'idée de manifeste, il y avait quand même le terme était choisi. Absolument, c'est ça. Je veux dire, nous les chefs d'entreprise, les entreprises industrielles, vous les verrez difficilement un samedi après-midi en ville. Donc avec des panneaux. Donc voilà, nous on a choisi plutôt cette forme-là de manifestation pour rappeler que l'industrie contribue évidemment au développement économique des territoires, mais travaille également sur un certain nombre de sujets. Donc les 5 sujets qu'on a vraiment voulu mettre en évidence, c'est premièrement l'environnement. Donc il y a des travaux, alors des travaux d'innovation évidemment, qui sont montés actuellement et depuis plusieurs années d'ailleurs, à la fois sur les produits et sur les procédés. Donc ça, comment, si je suis un industriel, je peux réduire mon impact sur l'environnement en réfléchissant différemment la conception de mes produits? Exactement. Comment est-ce qu'on peut calculer un bilan carbone pour un produit donné? Est-ce qu'on est capable de mettre en face à face le bilan carbone d'un produit qu'on va faire venir de l'étranger, par exemple, avec un produit qui sera produit localement. Voilà, donc la réflexion sur le cycle de vie. Exactement, la recyclabilité qui est importante pour un certain nombre des matériaux qu'on utilise, l'allègement des structures, ça c'est une des spécialités de notre territoire, grâce à nos compétences dans le domaine du composite, pour l'aéronautique, pour l'automobile, etc. Donc voilà comment on contribue très très
concrètement à la réduction des émissions, et que ça soit dans le produit, comme je le disais, mais également dans les procédés. Les notions d'écologie industrielle aussi, dont on parle quand même relativement souvent, mais qu'on n'a pas, enfin pour lesquelles on n'a pas complètement mis en œuvre. Écologie industrielle, vous entendez quoi Toute la diminution des nuisances, donc bien sûr tout ce qui va être émission, mais ça peut être aussi le bruit, ça peut être l'impact sur la circulation, enfin tout ce genre de... Comment j'impacte moi mon environnement de proximité en fait. Voilà, exactement. Donc ça, c'était le premier niveau. Le deuxième point, c'est l'humain. Donc là, évidemment, avec la crise sanitaire, clairement, il faut absolument faire en sorte que tous les collaborateurs aient un sentiment de sécurité quand ils vont travailler. On a vu, là aussi, pendant la crise, tout ce qui a pu être dit sur le sujet. C'est de toute façon une préoccupation au quotidien des chefs d'entreprise, même si, comme je le disais, c'est pas rappelé tous les jours, mais nous, on souhaite le faire. Mais on souhaite aussi aller plus loin sur ces problématiques-là, parce qu'il y a des vraies problématiques de fertilisation, d'innovation. Comment est-ce qu'on peut aider par la technologie les personnels à faire les choses différemment. On parle beaucoup de télétravail pour les cols blancs. Est-ce qu'on peut imaginer du télétravail pour les cols bleus grâce aux technologies qu'on a, par exemple? Ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Et puis également l'inclusion. Donc là aussi, il y a des sujets dont on parle beaucoup, c'est l'inclusion du handicap. La technologie peut nous permettre des choses. Voilà, faisons un effort qui va peut-être être particulier suite à, je dirais, à nos travaux, mais qui doit s'inscrire dans la durée. Alors, donc ça, c'était le deuxième environnement humain, mais il ne faut pas oublier la compétitivité, parce que c'est quand même le premier des sujets. Et il faut être clair, on produit en France, mais pour pouvoir vendre, donc à des tarifs qui permettent de le vendre en France et à l'étranger. Donc il faut que les entreprises continuent à être compétitives. Bon, nous, on fait la promotion de l'innovation, mais je dirais que c'est notre cœur de métier. La promotion de l'innovation, la modernisation, la transformation, la digitalisation. Donc il y a énormément de technologies qui existent, qui sont extrêmement matures. Comment on s'en sert pour continuer à produire en France à des tarifs compétitifs. Voilà, en se servant de toutes ces technologies. Si je prends par exemple l'exemple de la 5G, ça va vraiment nous permettre de développer les services, d'améliorer les phénomènes de productivité et de continuer à faire nos travaux sur nos territoires. Ensuite, on a deux autres sujets dont on a beaucoup parlé pendant la crise et dont on a voulu rappeler qu'ils étaient au cœur de notre fonctionnement. Premièrement, c'est tout ce qui est collaboratif et solidaire. Et là, clairement, c'est comment une industrie qui veut développer un produit aujourd'hui sur notre territoire fait appel à des entreprises qui sont sur le territoire. Alors, évidemment, on ne parle pas de préférence régionale, préférence nationale. Bon, il y a des choses qu'on a droit de le faire et d'autres qu'on n'a pas droit de faire. Mais évidemment, quand on a facilité les interactions entre les membres, quand on a fait en sorte que la période de ice-breaking soit passée, évidemment, ça coûte moins cher. Évidemment, on se retrouve dans des conditions de marché qui sont super intéressantes. La semaine prochaine, mercredi matin, on organise un forum qui s'appelle Forum France Relance, où on va faire intervenir tous les lauréats de France Relance, donc c'est-à-dire du programme de relance de soutien de l'État. Voilà, exactement. Donc tous les lauréats que nous avons accompagnés, donc on a accompagné parmi nos entreprises une cinquantaine d'entreprises, mais 10 ont reçu un financement à ce jour et qui vont venir présenter leurs besoins. Et en face d'eux, en face de ces entreprises, il y aura des entreprises de notre territoire, du pôle. Oui, c'est faciliter la mise en relation, en fait, c'est ça. Et dire vous avez peut-être à côté de chez vous un prestataire que vous n'avez pas identifié jusqu'à présent. Et c'est enfin, je veux dire, ça fait maintenant plusieurs années que je travaille au pôle. C'est toujours comme ça. On ne se connaît jamais son voisin, on ne sait jamais ce qu'on va pouvoir trouver à côté. Et il y a toujours un petit phénomène où on n'a pas l'impression que le leader mondial, ça peut être le voisin de palier. On a toujours l'impression qu'il faut que ça vienne de Seattle ou d'ailleurs. Non, on a vraiment des très très bonnes technologies, des très bons chefs d'entreprise aussi, des excellents managers qui permettent de faire, je dirais, cette innovation. Voilà. Et le dernier point, c'est l'industrie stratégique. On en a beaucoup parlé pendant la crise.
Alors, on parlait beaucoup de paracétamol et de production de paracétamol en France, mais bon, quand on parle de production, il y a pas que... Il y a tout un tas de produits qui sont vraiment... Si on veut continuer à produire... tous ces moyens de transport, ces moyens, les éoliennes, enfin tous ces moyens liés à l'énergie, on est obligé d'en connaître un tout petit peu plus que ça, et donc de continuer à développer ces technologies. Après, cette partie stratégique, elle est aussi vis-à-vis du gouvernement pour qu'on prenne des décisions. Qu'est-ce qu'on veut garder ? Là où il faut mettre l'accent en termes de développement. On sait bien qu'il y a des choses comme, je vais pas parler des GAFA par exemple, mais on sait bien qu'il y a des pans entiers de l'économie actuellement qui sont détenus par des puissances étrangères. Google, qu'est-ce qu'on fait? Amazon, on attend, Facebook. Typiquement Amazon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est pas bien, il faut pas. Oui, mais plutôt réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. Comment on fait pour les contrer, comment on fait... voilà. Et puis après, c'est des discours que de toute façon, tout le monde entend. Hein, donc, autant le poser là, même si parfois ça peut être un petit peu guerrier. Mais, Et ce manifeste, alors, parce que le temps passe, ce manifeste, au départ, c'était une trentaine d'entreprises qui ont tout de suite adhéré, porté... Voilà, tout de suite, alors principalement d'ailleurs parmi les administrateurs du pôle EMC2, parce qu'on a voulu faire ça vite, parce que ça a été validé par le conseil d'administration. Et puis aujourd'hui, je dirais que c'est en accès libre sur notre site internet, avec à peu près une centaine d'entreprises qui se sont inscrites, qui se reconnaissent dans ces valeurs-là. Voilà. Et donc nous, ça nous donne un volant, je dirais, d'acteurs avec lesquels on va mener un certain nombre d'actions. On a eu alors on a profité d'une période entre deux confinements pour faire une journée physique de 80 personnes, et ça fait beaucoup de bien, je peux vous le dire, pour avoir des idées, pour imaginer des choses. On a un certain nombre de projets déjà qui sont en train d'être réalisés, et on essaie d'imaginer comment on va pouvoir faire différemment. Donc je parlais notamment d'écologie industrielle et de handicap, de la recyclabilité, c'est-à-dire des sujets pour lesquels une entreprise toute seule n'ira pas, parce que peut-être il n'y a peut-être pas assez de contraintes, et je ne souhaite pas plus de contraintes, mais en tout cas c'est un constat. Il n'y a pas assez de financement, il n'y a pas assez d'esprit de collaboration sur ce sujet-là. Donc nous on est là pour dire voilà, ça, nous on va s'en occuper pour faire en sorte que les projets ils se montent, quoi. Mais ce que j'entends, je vous écoute tous les cinq, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé lors de cette table ronde de solidarité, de collaboration, de réapprendre, c'était vraiment ça, à travailler en proximité, de voir qu'à côté de chez soi, on a des acteurs qui peuvent nous accompagner, nous aider. Ça vous réjouit, ça, Nicole Gourbelon, de voir tout ce travail, et puis de se dire que ça va rester demain, parce que je vous entends tous les cinq. On se dit qu'on a appris que c'était une belle expérience et qu'on va en retenir beaucoup de choses. Ah oui, parce que moi je pense que ce qui caractérise la période, c'est effectivement cette capacité à s'entraider avec des formes hyper innovantes qui vont durer. J'ai le sentiment, comme vous, Florence, que ça va durer. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ce sont autant d'écosystèmes qui seront au service de la société, de l'économie demain. Je trouve aussi que cette période, elle est marquée, aussi paradoxalement que ça puisse être, par la confiance. La confiance dans cette capacité à faire, dans cette capacité à trouver des solutions. Et puis, je dirais qu'il y a des phénomènes d'accélération extraordinaires. Moi, je vous prends sur les commerces de proximité. Bon, par exemple, à l'échelle de notre caisse régionale, il y a eu 3000 clients, commerçants de proximité, qui ont subi une fermeture administrative. On s'est mobilisé. On s'est dit qu'il y en a 2000 qu'on pourrait accompagner pour faire du click and collect. On s'est mobilisé pour dardard aller les accompagner, les équiper. Pour faciliter le paiement. Voilà, faciliter le paiement, faciliter la visibilité Internet, etc., etc. Peut-être que si cette crise n'était pas arrivée, peut-être qu'on ne l'aurait pas fait à la vitesse à laquelle on l'a fait. Donc du coup, on accompagne aussi la société, les clients... dans ces transitions qui sont importantes. On apprend très, 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 très vite. Et ça, je pense que c'est bénéfique. Et alors, vous venez d'un autre territoire, même si ça fait déjà un moment que vous êtes chez nous. On parle beaucoup qu'on a une région plus résiliente, un territoire plus résilient que les autres. C'est un constat que vous avez pu faire ?
Ah oui, moi je suis frappée par ça. Bon, on a le taux de chômage, un des taux de chômage les plus faibles. Et moi je pense que c'est pas un hasard. C'est vraiment la conséquence d'un écosystème où il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide, beaucoup d'humilité aussi, où on se retrousse les manches et on trouve des solutions. Et ça, cette résilience, en fait, c'est une conséquence de cet état d'esprit d'un collectif. C'est-à-dire que le bien commun, l'intérêt commun, prend le dessus sur les individualités. Et je pense que ça, c'est une grande force de notre région, vraiment. Frédéric Perrin, le mot de la fin. Non, mais écoutez, je suis complètement d'accord, parce qu'en fait, on amène à ça. C'est en effet la logique de faire ensemble, travailler ensemble. En effet, ça s'est révélé, je pense, c'est une des marques de fabrique de notre territoire. Donc on réapprend. Est-ce qu'on apprend? Oui, je pense, mais on réapprend parce qu'on savait déjà faire. Donc écoutez, merci à tous les 5. C'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup de termes enthousiasmants pour demain. La solidarité, la collaboration, l'envie de travailler ensemble. Merci pour vos témoignages. Merci à vous. Merci Florence.